Bonjour, bienvenue. Alors, écoutez, aujourd'hui le sujet du jour, le burn-out parental. Le burn-out parental va soulever le voile sur un phénomène tabou et pourtant de plus en plus présent, la dépression liée au fait d'être parent. C'est en fait en substance ce que nous explique la psychanalyste Liliane Holstein, psychanalyste pour adultes et enfants, dans son livre Le burn-out parental. Alors, ce burn-out parental est souvent catalogué comme une dépression parentale. Le burn-out va bien au-delà pourtant de la simple dépression. Il va cumuler un ensemble de symptômes au-delà même de cette dépression qui parfois n'en est qu'une seule conséquence, qu'une possible conséquence. Mais je vais y revenir. Bonjour. Alors donc, bienvenue au quart d'heure de Tipeee. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter très rapidement. Je suis Tsipora Ifra, praticienne en relations d'aide et développement personnel, thérapeute conjugale et familiale et formatrice sur rendez-vous en présentiel. Je vous présente mon cabinet derrière moi. En présentiel au fil de mois dans le Haut-Rhin ou alors en visioconférence. Je suis en libéral depuis 2003, mais je travaille dans la relation d'aide en tant qu'éducatrice spécialisée et thérapeute par la suite, ce qui fait maintenant à peu près 25 ans que j'accompagne des personnes en difficulté morale, affective et psychique. Alors cette semaine, stress et ou burn-out parental. Pourquoi ce sujet? D'abord pour faire suite à ma dernière intervention, j'essaie de garder quand même une certaine cohérence, et ensuite et surtout, franchement surtout, parce que ce sujet est un paradoxe à lui tout seul. En fait, comment un de nos plus grands rêves, pour une grande majorité en tout cas, peut devenir un de nos pires cauchemars? Alors que finalement le burn-out professionnel a récemment été reconnu comme maladie, récemment, le burn-out familial, lui, reste un sujet tabou. Ce syndrome d'épuisement, comme on le traduit en français, se traduit dans la sphère professionnelle. Alors, on l'a vu la semaine dernière, je fais un point rapide. Une fatigue profonde, un désinvestissement de l'activité, un sentiment d'incompétence. Il est finalement considéré comme le résultat d'un stress chronique au travail. Un scoop, il n'y a pas que le travail. Et surtout, il n'y a pas que le travail où le stress se fait ressentir. La vie familiale peut être, je pense qu'on peut tous en témoigner, très stressant. Ça vous parle ou ça ne vous parle pas? Alors, on commence finalement déjà à parler de burn-out parental quand l'un des membres du couple parental, je veux parler du père, de la mère, de la belle-mère ou du beau-père, est soumis à un stress répété et à un excès de sollicitation physique, émotionnelle et cognitive au point d'être épuisé aussi bien physiquement que psychologiquement. Un peu sur le mode cocotte minute prête à l'explosion à tout moment, mais sur laquelle plus personne n'a d'emprise. Alors, ce burn-out parental, il s'incarne dans un schtroumpf converti en alien. En fait, un petit loup comme ça, si mimi craquant, qui devient un monstre faisant régner terreur et dictature. Le monstre, il peut n'avoir que 3 ou 4 ans, mais bon, que tous les parents se rassurent, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Les difficultés, vous pouvez les rencontrer également avec les enfants d'autres tranches d'âge, et ce, jusqu'à la fin de l'adolescence, il fallait que ce soit dit. Voire parfois, quand on a beaucoup de chance, au-delà, en fonction de la relation parent-enfant. Faites des enfants qui le disaient. Quoi qu'il en soit, quel que soit l'âge du dit monstre, c'est un fait indéniable. Les parents craquent. Ils sont débordés par leur impossibilité à instaurer une certaine autorité, un certain cadre. Ils sont en fait débordés tout court par leur quotidien, l'éducation, le couple, la famille. Bref, je ne sais plus où j'habite. Par contre, une seule certitude, une volonté, fuir, vite et loin. Alors, on constate que tous, ou la majorité, vont exprimer tout d'abord une totale incompréhension face à cette situation qu'ils vivent. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'en peux plus. Je ne m'y retrouve plus. Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais attendez, je ne comprends pas. Mes parents, ils n'ont jamais connu ça avec moi. Je n'ai plus de repères. Et je pourrais encore en dire et en dire. Ensuite, après l'incompréhension, il y a le temps du chagrin.
voire même de la déception, parce que finalement, le rapport amour-investissement n'est pas équilibré face à un tel comportement qu'on peut vivre comme un hostile et débordant. Alors, comment accepter que cet enfant n'est pas comme je l'imaginais? Et comment faire finalement le deuil de cet enfant parfait pour finalement accepter ma réalité du quotidien, la réalité que je vis? On m'aurait donc menti? Est-ce que c'est comme si tout se passait finalement à l'insu de mon plein gré? Alors, autre point compliqué. Comment, moi, mère ou père, puis-je autant assurer professionnellement et pour autant me sentir autant dépassée personnellement? C'est pas possible que je ne puisse pas assurer au moins autant dans une sphère et dans une autre. Quels sont les signes les plus évidents qui pourraient vous alerter et vous indiquer que vous entrez doucement mais sûrement bip, 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 bip dans la zone de turbulence, la zone rouge du burn-out parental? Chez les mères, il y a d'abord le désir de perfection. Comme je travaille, et même comme je ne travaille pas, puisque paradoxalement les enjeux sont les mêmes d'un côté comme de l'autre, je décide d'être une mère qui assure, une mère éducatrice parfaite, une mère omniprésente sur tous les fronts, boulot, devoir, maison, cuisine, repassage, intendance, ta 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 ta. Bref, Wonder Woman avec sa cape. Je vous renvoie d'ailleurs à nos interventions avec Barbara, les interventions du mois de février 2020 sur la charge mentale et la fameuse cape de Wonder Woman. Deuxième point qui doit comme ça nous faire clignoter, l'ambivalence des sentiments. Nous sommes tous rentrés dans notre parentalité avec des grands principes, en théorie, parce qu'en pratique, tout fout le camp. Perte de sang-froid, les cris, je t'aime, je te déteste, et surtout, pas de retour sur investissement, avec tout ce que je fais pour eux. Le troisième signe qu'on peut observer, c'est l'épuisement physique. Je suis fatiguée. Et en plus, je suis fatiguée d'être fatiguée. Et je suis fatiguée de me sentir fatiguée d'être fatiguée. Tout le monde arrive à suivre? Un des quatrièmes points, c'est la sensation d'overdose. Tout est devenu insupportable, tout est trop. Tout est trop. Cinquième point, c'est le trouble du sommeil, de la mémoire et de la concentration. Alors là, je vais vous donner un exemple complètement perso. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis gentiment au volant de ma voiture, j'appuie sur les pédales, ça c'est bon. Et puis je me retourne et je dis aux enfants, est-ce que vous pourriez juste me rappeler où est-ce qu'on va? Complètement déconnecté. Un autre point qui serait le sixième, c'est des troubles de l'humeur, une forme de plainte répétitive à mi-chemin entre le pessimisme et la dépression. Je ne suis que là-dedans. Septième point, absence de désir sexuel, un désintérêt pour son partenaire. De toute façon, c'est normal, c'est à cause de toi que je suis comme ça, parce que c'est toi qui m'as fait ça. 8, affaiblissement de l'estime et de la confiance en soi. On entend souvent, c'est de ma faute, je n'ai que je mérite, de toute façon j'ai tout foiré, ou je me suis mal organisée parce que regarde, les autres ils y arrivent et moi j'y arrive pas. La fameuse question du qui suis-je ou qui suis-je devenu, voire que suis-je devenu, c'est-à-dire je n'arrive même plus à être une personne, je me contente juste d'être un objet, mais j'arrive juste pas à identifier ce que je suis. 9e point, une forme d'isolement. Je supporte tellement plus, tout est tellement trop que je vais chercher à m'isoler et je vais me réconcilier avec ma couette en mode en position fœtale dans mon lit. Le 10e, on peut observer parfois une prise de poids ou un amaigrissement spectaculaire. Là, on est vraiment dans des symptômes du burn-out parental lourd. Alors, il est important de vraiment faire un distinguo sexué des signes de burn-out, car l'homme et la femme ne réagissent pas de la même manière, sans extrapoler pour autant dans l'intérêt des gens. Et je vais essayer de ne pas extrapoler dans des blagues vaseuses au niveau des papas. Alors, les signes chez les papas. D'abord, il y a une déprime diffuse parce que tout semble lourd, avec des sensations de tristesse et de lourdeur dès le sommeil. La journée commence lourdement, elle va se continuer lourdement et elle va se finir lourdement. Deuxième point, les troubles du sommeil, qu'on retrouve donc comme chez la maman, souvent accompagnés de troubles de l'humeur et d'un renfermement sur soi, parce que c'est vrai que
je pense pas que ce soit très caricatural de dire que les hommes ont plus de difficultés à se connecter à leurs émotions, surtout en fonction de leur propre histoire. Troisième point, on peut observer une fuite dans des comportements addictifs du type des jeux, le sport, des achats compulsifs. Et oui, il n'y a pas que les dames qui passent des achats compulsifs, de l'alcool, de la drogue, etc. Autre point, quatrième point, c'est les angoisses et les symptômes d'attaque panique avec l'impression de vivre en apnée. Je suis débordée par des émotions que je ne connais pas ou que sont vraiment complètement inconnues, et en termes de l'émotion que je vis, et en termes même de la notion d'émotion. On va des rétro-satanas. Cinquième point, le possible débordement avec les enfants. Des cris, voire parfois de la brutalité ou une certaine forme de brutalité, accompagnée de sentiments très ambivalents. Je t'aime, je te rejette, un peu comme les mamans également. Autre point, c'est une forme de profond désespoir. C'est un petit peu comme si le papa, il se sentait entouré d'un nuage noir et il n'arrivait à vibrer que du noir. Septième point, on observe un sentiment de perte de contrôle, et on sait que chez les papas, en règle générale, c'est quelque chose d'important, la notion d'avoir, enfin, la pression et la volonté, le besoin de contrôler. Et en fait, ça n'est rien d'autre que la résultante d'une perte du sens dans sa vie. Le papa, il va se sentir incapable de rétablir l'ordre dans sa famille. De toute façon, il se sent tellement dépassé par tous les événements. Le huitième, l'envie de fuir, de ne pas rentrer chez soi, envie d'aller voir ailleurs, en se jetant à corps perdu dans le travail, en s'échappant, en passant parfois beaucoup de temps sur des sites de rencontres, parce que ça me permet d'avoir l'impression que je peux sortir quelque part de ma bulle. Ou alors il va passer des heures sur des jeux avec son ordinateur. En fait, clairement, tout est bon pour fuir dans des activités annexes qui permettent d'être psychiquement, en tout cas, ailleurs. 9, un peu comme la maman, difficulté dans la libido, absence de désir sexuel, panne des intérêts pour la vie de couple. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va remettre l'église au milieu du village. Les enfants ne naissent pas avec le gène de l'alien ou avec le projet chevillé au corps de saboter la vie de leurs parents. Il faut comprendre, voire même prendre conscience que lorsqu'on arrive à un burn-out parental ou familial, on peut lire ce qui nous arrive en termes d'opportunités de changement, ce que j'appelle dans mon jargon en analyse systémique la notion de crise. Et l'être humain est ainsi fait, c'est son côté un peu maso. Il ne peut pas envisager d'avancer et de faire évoluer sa vie autrement qu'à travers des crises. Le burn-out est une forme de crise, c'est-à-dire qu'à un moment, le cadre n'est plus clair, les frontières ne sont plus posées, tout le monde, ou en tout cas au moins une personne du système parental est dépassé. Et forcément, ça a un impact individuel, cet impact individuel, a un impact dans le système familial. D'une certaine manière, on se rend compte que c'est le chien qui se mord la queue. Donc la question n'est pas de savoir qui c'est qui a commencé, mais surtout de savoir comment on fait pour que ça s'arrête. Alors, je crois sincèrement que tout ce qui nous arrive est là pour nous enseigner quelque chose sur nous ou sur notre fonctionnement ou notre dysfonctionnement. Une des lectures possibles du burn-out, c'est de se dire qu'on a fait passer tout le monde en premier, sauf nous. En fait, on s'est oublié, quelles qu'en soient les raisons et les motivations. On a mis notre feuille, voilà, et au centre de notre feuille, on a mis notre famille. Mais si eux sont au centre de notre vie, nous, on est où? Il nous reste les bords, voire l'extérieur des bords. Et c'est pour ça que le burn-out doit nous apprendre à nous recentrer. Si je ne suis pas centrée dans ma vie, comment est-ce que je peux apprendre à mes enfants pour plus tard à être centrée dans la leur? Comment je peux surtout ne pas leur enseigner le sens du sacrifice? Et si je ne suis pas centrée dans ma vie, comment est-ce que je peux être efficace? Si je ne respire pas parce que je donne tout mon oxygène aux autres, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mourir. Voilà ce que le burn-out nous apprend. À redevenir prioritaire dans notre vie, à apprendre à être égoïste dans le sens noble du terme et non pas dans le sens péjoratif qui est plus de l'ordre de l'égocentrisme. Être égoïste, c'est d'abord penser à soi, ce n'est pas tout ramener à soi. Être égoïste, c'est d'abord se faire passer en premier, et c'est d'autant plus si derrière moi, il y a des gens qui dépendent de moi. Finalement, si je suis une loque ou une serpillère, comment est-ce que je vais pouvoir assurer en tant que parent ou en tant que conjoint, et qui plus est après en tant que professionnel? Alors, j'ai un très gros défaut, ceux qui me connaissent le savent. Je suis monstrueusement optimiste et j'ai l'habitude de voir la moitié pleine du verre et de lire les situations en me disant qu'elles sont là pour m'apprendre quelque chose.
J'ai expérimenté les frontières du burn-out familial, je les ai frôlées. J'ai eu de la chance, je n'y ai pas sombré. C'est pour ça que je peux en parler avec d'autant plus de concrétitude, permettez-moi. Et ça m'a vraiment permis de me rendre compte que je faisais passer finalement tout le monde avant moi, mais surtout à mon détriment. C'est pas le fait de faire passer les autres avant vous, c'est quand c'est à mon détriment. En fait, le burn-out n'est rien d'autre que la résultance de m'enterrer pour fournir de la terre aux autres. La question étant de savoir est-ce que j'ai vraiment besoin de me sacrifier pour que ma famille aille bien. Alors, si tel est le cas, j'ai des questions et de sérieuses questions à me poser quant au fonctionnement de ma famille. En fait, c'est ça que le burn-out familial remet quelque part en perspective. Est-ce que j'ai besoin de me sacrifier pour que ma famille aille bien? La réponse, elle est clairement non, parce que si la réponse est oui, je vous ouvre immédiatement mon agenda et on prend autant de rendez-vous dont que vous aurez besoin. Alors, une fois ce constat établi, on fait quoi? Ok, la première étape, c'est je prends conscience de cette analyse de la situation. Ensuite, j'entends la nécessaire nécessité d'un recentrage égoïste. Ensuite, ou en parallèle, on se fait accompagner. Mais qui se fait accompagner par qui? Maman se fait accompagner, papa se fait accompagner, le couple conjugal se fait accompagner, les enfants se font accompagner. Bref, qui se fait accompagner et par qui? Alors vous allez me dire, je plaide pour ma paroisse. Pas de souci avec ça parce que je crois sincèrement qu'un burn-out familial doit se résoudre par le biais d'une thérapie familiale. À minima, une thérapie du couple parental dans laquelle on va retravailler. On va retravailler quoi? On va retravailler les frontières, les limites, les cadres, les rôles et fonctions de chacun, le règlement intérieur. Bref, remettre le fonctionnement familial en perspective. Quels sont les bénéfices secondaires également de se mettre en retrait, de ne pas se centrer, etc., etc., etc. Cet accompagnement n'est pas incompatible avec un accompagnement individuel, en tout cas pour la personne qui est en burn-out, parce qu'il y a bien entendu plein de choses à comprendre, des problématiques sous-jacentes qui ont permis que ce burn-out arrive et se fasse. Je vais reprendre et je vais très rapidement conclure parce que ça touche à sa fin. Je reprends mon propos d'il y a 2 semaines. Le burn-out comme étant la maladie de l'idéalité. Je sais que beaucoup de vous aviez apprécié ce terme. Elle combine plusieurs paramètres, je vais les répéter, mais je vais les mettre en rapport avec le burn-out parental. Des attentes et des pressions élevées d'abord à l'égard de moi-même. Les attentes de nos proches et de notre famille, voire de nos familles. Les attentes élevées de notre environnement personnel. Surtout, une mauvaise perception de ce qu'est un bon travail, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. En fait, on met la barre trop haute et on la met de manière beaucoup trop inadaptée par rapport à ce qu'on devrait mettre. Et enfin, je crois que c'est presque le plus important, le faible sentiment d'appartenance à moi-même. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens aux autres. C'était le quart d'heure de Tipeee. Alors, je vous propose de vous retrouver le 30 octobre, vendredi semaine paire, même heure, pour un quart d'heure autour de la mort et de la peur de la mort, proximité avec le 1er novembre oblige, et puis surtout très en adéquation avec l'actualité. La semaine prochaine, le quart d'heure de Barbara. N'hésitez pas à partager cette émission si elle vous a plu. Posez vos questions sur le fil ou alors sur Facebook et retrouvez le replay sur Facebook ou sur la chaîne YouTube le quart d'heure #LQH. Passez tous un bon week-end. À bientôt. Ciao, ciao.